Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Et on attaque cette journée avec une personne qui fera partie de cette fameuse soirée plongée en zone critique ce soir au musée Gadagne. C'est Floriane Pochon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes programmatrice de Faune Radio et vous nous avez concocté une petite sélection sonore issue de votre programmation autour de laquelle nous allons échanger. Et donc pour commencer, question simple, qu'est-ce que c'est le projet de Faune Radio ? Alors Faune Radio, c'est une drôle de bestiole poilue qui vit et évolue en permanence sur le web et en mobile. Une drôle de bestiole poilue qui émet des sons étranges 24 heures sur 24, qui a pour intérêt principal les sons du vivant, mais sous toutes ses formes, c'est-à-dire que ça peut être du field recording, du paysage sonore, des enregistrements d'animaux, mais aussi toutes sortes de choses un peu hirsutes, un peu velues, qu'on peut trouver sur des vieux vinyles qu'on ne trouverait plus d'ailleurs nulle part ailleurs, qui auraient disparu, qui sont des espèces en voie d'extinction, des choses au contraire beaucoup plus contemporaines. Bref, c'est une web radio de flux qui existe depuis maintenant 10 ans, 2013 même, qui a fêté ses 10 ans cette année. Et c'est aussi ce qu'on aime appeler une maison d'audition, c'est-à-dire un studio de création, en fait, où on invente toutes sortes de formes. Depuis 10 ans, on explore vraiment des nouvelles formes, des nouvelles questions, des nouveaux modes de perception, avec cette idée qu'un des pouvoirs magiques de la radio, c'est d'arriver à contaminer le réel une fois qu'on éteint la radio, et permettre d'ouvrir vraiment les oreilles autrement, de s'engager autrement dans notre rapport au monde, et qu'en gros le monde s'agrandit même quand la radio s'éteint. Et justement, on va commencer un petit peu à explorer votre univers sonore avec un premier extrait que vous avez sélectionné, qui est construit autour d'un entretien avec Baptiste Morisot. On écoute et on en discute juste après. Qu'est-ce que ça nous apprend, le fait justement de décentrer son regard, Ça modifie la qualité d'attention à l'égard de ce qui fait notre monde. Ça fait rentrer beaucoup d'êtres dans notre conception de ce que c'est que le monde commun. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est des primates. Et on est des primates sociaux. Les primates sociaux, c'est une forme de vie qui est assez fascinante. Son originalité, c'est qu'elle est obnubilée par les relations entre congénères. Si on devait imaginer à quoi ressemblerait une série télé pour un babouin ou pour un chimpanzé, c'est essentiellement des rapports de pouvoir, de famille, de sexe. Et pas d'autres espèces, ou alors juste en décor. Imaginez la série télé d'un renard, ça c'est riche pour le coup, parce qu'il y a vraiment du monde. Il s'intéresse à tout ce qui passe, les végétaux, les animaux, les humains. Nous, on hérite, on a cet héritage de primate social, qui fait que dans notre série télé, on a exclu le reste des vivants non humains, on les a transformés en décor. Et les faire rentrer dans le champ de l'attention, ça transforme complètement la carte. Je trouve que c'est vraiment apaisant en fait. C'est très libérateur des petits problèmes d'ego. Une des manières les plus géniales de perdre l'ego, c'est de s'intéresser tellement à d'autres que soi, qu'on s'oublie à la maison comme on oublie son parapluie. Et ça, c'est permis par l'intérêt pour les autres formes de vie. Je suis fasciné par le vivant parce que le vivant, c'est du plus grand que nous. C'est du plus grand que nous dans l'épaisseur temporelle du passé, parce que nous sommes des produits de coévolution avec tout ça. Et c'est du plus grand que nous dans l'espace de la biosphère, parce que tout ce vivant-là rend notre vie possible, rend la Terre habitable. La vie est vraiment plus intéressante quand on se retrouve dans la position de défendre des choses plus grandes que nous. En fait, c'est des puissances qu'on a déjà. L'œil affûté, c'est pas le pistache qui l'invente. Cette attention, c'est une puissance dont on hérite, c'est un don de l'évolution. Quelque chose qui est en nous. Pendant 300 000 ans d'Homo sapiens, on a vécu comme ça. 2 millions depuis Homo ergaster. Et la vie urbaine, c'est pas longtemps, par comparaison vraiment.
En fait, toute la joie de l'enquête, qui fait d'ailleurs le succès des polars et des romans policiers, il vient de 2 millions d'années d'enquête sur le vivant autour de nous. Donc, quand on se remet dans cette situation, ça se réactive à une vitesse folle. Alors, on entendait un extrait d'un entretien avec le philosophe Baptiste Morisot. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet extrait et qu'est-ce que ça vous évoque, cette relation un peu particulière qu'a l'être humain avec son environnement, avec la nature qu'il évoquait? Alors déjà, il faut savoir que c'est pas un entretien au sens classique où on l'imagine, c'est-à-dire en studio, dans le confort d'un petit intérieur bien ouaté. C'est une balade qu'on a fait avec lui dans son environnement à lui, dans le Vercors, dans les contreforts du Vercors, où on avait vraiment envie justement de marcher avec lui. Parce que Baptiste Morisot, qui est philosophe, est vraiment ce qu'on pourrait appeler un philosophe de terrain, tout terrain, qui ne déconnecte pas sa pensée de ce qu'il traverse et encore moins de son environnement. Il est tout sauf hors sol. Et quand j'ai découvert le travail de Baptiste, j'ai eu vraiment la sensation qu'il arrivait à mettre des mots sur ce qu'on était en train de travailler depuis déjà plusieurs années, sans forcément justement aller chercher un langage articulé, un discours. Au contraire, j'étais même presque un peu radicale sur non, le sonore va être capable de porter la puissance de la sensation et de l'importance de vibrer à la hauteur de ce qui nous entoure. Et qu'on a vraiment besoin de ça, en fait, de se rappeler qu'on n'est pas juste des créatures pluguées sur nos ordinateurs et déconnectées du reste du monde. Non, en fait, on est en lien, on est à la fois un héritage et on laisse des traces pour la suite. On est inscrit dans cet espace-là. Et voilà, et je trouve que Baptiste a une très grande finesse et simplicité d'explication, pour expliquer des concepts qui sont en fait, en vrai, très évident, mais qu'on a vraiment besoin de rappeler avec des mots plutôt forts. Et voilà, c'était un moment assez magique aussi de traverser avec lui cet espace-là et de voir qu'en fait, pour penser, il suffit déjà de commencer par regarder autour de soi. Et dans ce premier extrait, on entendait déjà l'univers sonore que vous essayez de mettre en place avec une grande présence des bruits de la nature, tout simplement. Un univers sonore qu'on va retrouver encore plus présent dans le deuxième extrait que vous nous avez sélectionné et qu'on écoute tout de suite. On voit les vélos. Vraiment, je pense que cette immersion comme ça dans l'environnement, ça nous met effectivement dans un état un petit peu de bien-être, de calme, de pleine perception de l'environnement et puis de pleine ouverture des sens. Et j'aime ça aussi dans le canoë, le fait d'avoir ce contact vraiment physique avec les éléments. On perçoit l'espace, on perçoit le temps, donc je trouve que c'est des moments où on se sent pleinement vivant et on se sent pleinement dans le monde. Ce sentiment qu'il n'y a pas de coupure entre nous et l'environnement ou nous et la nature, qu'on est vraiment intimement juste un morceau du monde. J'ai envie de ça. Il y a une espèce de gratitude et de joie complète et à ce moment-là, on se sent vraiment libre. Il faut avoir la conscience, c'est-à-dire savoir ce qu'on doit au Rhône. Je ne sais pas à quel point les Lyonnais le savent, mais un Lyonnais, tous les jours, boit l'eau du Rhône. Les maisons de Lyon, elles sont venues du Jura
par le Rhône, sur des bateaux au 19e siècle par exemple. L'énergie que le Lyonnais utilise vient du Rhône. Il va au marché, il achète des fruits et des légumes. C'est les terres du Rhône qui les ont produits. Donc la vie des Lyonnais est intimement liée au fleuve. Et la première étape, c'est déjà d'avoir cette conscience, cette gratitude. Et d'arriver à comprendre qu'on est lié à l'aval, qu'on est lié à l'amont. Cette connexion au monde, pour moi, c'est ça. C'est comprendre que l'eau que je bois, elle a une histoire, que l'énergie que j'utilise, elle a une histoire. Et un fleuve, qui est un lieu d'interaction, c'est vraiment un espace qui, pour moi, me permet de sentir toutes les connexions qui existent entre moi et l'environnement. Alors, nous écoutions ensemble Jean-Louis Michelot, géographe, nous raconter le rapport des Lyonnais et aussi son rapport qu'il peut avoir à Lyon et au fleuve. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'il veut dire par là ? Alors là, en l'occurrence, il faut savoir que c'est dans la même série que l'extrait de Baptiste qu'on a entendu juste avant. Donc c'est vraiment des enregistrements de terrain. Et là, cette rencontre se fait vraiment sur l'eau, dans un bateau, dans son canoë. On est parti dériver comme ça au fil du fleuve pour que justement il nous raconte pourquoi c'était important pour lui, et pas forcément avec tous les arguments scientifiques, etc., mais qu'est-ce qui lui tenait à cœur, à corps, et comment est-ce qu'il le vivait vraiment au-delà de tous les discours. Et donc on a passé plusieurs heures ensemble. Et je crois qu'il raconte quelque chose de très important, cette notion de gratitude, de reconnaissance, de savoir qu'est-ce qu'on doit, à qui, de qui on tient, à qui on tient. Et j'ai sélectionné cet extrait parce qu'en plus d'être très territorialisé pour vous spécifiquement, je crois qu'il fait entendre justement cette notion de reconnaissance. Et à l'heure où on s'abreuve aussi de savoir, de connaissance, et on dit « Ah oui, il faut savoir reconnaître les espèces, etc. » Moi, je crois qu'avant même de savoir nommer les choses et identifier les différentes espèces, etc., déjà, savoir qu'elles sont là, avant même d'apprendre des noms par cœur ou des listes sans fin de choses qui vont disparaître de toute façon, déjà rentrer dans cette reconnaissance qui est en fait un synonyme de gratitude. Et ça, en fait, j'ai vraiment la sensation que ça ouvre un espace à l'intérieur qui fait énormément de bien et qui permet d'accueillir l'autre et soi-même et de se réajuster en fait dans ce monde immense où on est finalement tout petit. Vous parliez de territoire et donc de territoire rhodanien et lyonnais. Vous, c'est quoi votre territoire et le territoire de Faune Radio, c'est lequel ? Alors, il n'a pas vraiment de limite, en fait, puisqu'on est essentiellement sur le web, donc ça fait qu'on peut être écouté à peu près partout. Territoire monde. Mais la radio est née, enfin la préhistoire de Faune Radio remonte à Marseille, puis à Montpellier, puis à Bruxelles, puis à Grenoble, et ensuite à Montréal pendant un moment, et à date, on est comme à Paris pour l'instant. Enfin, entre Paris et Marseille et l'Australie aussi, mais voilà. Et vous, plus personnellement, est-ce que vous avez un fleuve comme ça qui a pu marquer votre histoire personnelle ? Le Saint-Laurent à Montréal, pour le coup, a été dans tous ses états très proche pour moi, puis très intense, parce que de voir des fleuves gelés aussi, comme quand il fait moins 26 à Montréal. Mais après, moi, je suis née à Grenoble, donc pas très loin d'ici. Donc le Rhône est très important aussi. Il a été important aussi en arrivant à Marseille. Et même à Montpellier, en fait, finalement, c'est aussi une ligne de partage. Donc oui, probablement qu'il y a quelque chose comme ça. Et alors demain, vous proposez une masterclass qui s'intitule « Sonder les lisières, paysages sonores, naturels et surnaturels ». De quoi est-ce qu'on va parler ? On va parler de toutes les formes qui sont possibles de tester, et surtout comment, en fait, en affinant le premier outil de la radio et de l'être humain, qui n'est pas un micro, ni des haut-parleurs, ni des ordinateurs, ni des enregistreurs, mais qui est juste l'oreille, en fait. Comment, à partir de ce mode de perception-là, on peut activer aussi tous les autres, et puis, comme ça, amplifier, quelque part, cette sensation d'être vivant, et un vivant parmi d'autres vivants dans un monde qui bouge, qui change,
et sur lequel on a prise aussi. Donc c'est demain à quelle heure ? 14h30. 14h30 au Collège Truffaut. Je ne sais pas s'il reste de la place, mais en tout cas, si jamais il en reste, Ça se tente. inscrivez-vous et venez. On va maintenant écouter un troisième extrait, puis on en parle juste après. Et maintenant, je crois que les gens se croient bien portants. Et de se croire bien portant à se croire éternel, il n'y a qu'un pas. Et me semble-t-il par moments, un certain nombre de leurs problèmes sont des problèmes d'immortels. Alors qu'on est mortel. Et c'est dans ça que je veux dire qu'il faut aller voir. Il faut savoir tous les jours qu'on est mortel. Et l'idée de la mort n'est pas une idée triste. C'est une idée d'une salubrité fantastique. On croit qu'on fait des choses pour l'éternité, mais pas du tout. L'eau, essentiellement, aura raison de nos bâtiments. Tout ce qui nous paraît solide à l'échelle humaine, à l'échelle des temps géologiques, en réalité, est bien fragile. On croit que le béton est solide, mais le béton armé en tout cas est en réalité fragile. La silo s'infiltre, les métaux qui sont à l'intérieur gonflent et ça fait craquer le béton. Ce béton finalement, au bout d'un siècle ou deux, ce sera parti en petits morceaux et nos grands bâtiments, nos grands édifices ne resteront pas longtemps. Les édifices en calcaire finiront par se dissoudre sous l'effet des pluies acides, si l'acidité des pluies se confirme, bien sûr. Mais la vie reviendra dans ces bâtiments. C'est Thomas Vino qui dit que, puisque nous sommes pratiquement que de l'eau, c'est pas totalement incohérent d'affirmer que chaque être humain porte en lui une dose considérable de buée. Et que vivre consisterait à s'évaporer. Si on veut. Alors, on écoute différents registres sonores avec cette ambiance, mais on reste tout de même sur la thématique de l'eau avec un montage qui regroupe plusieurs intervenants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, certains d'entre vous auront peut-être reconnu la voix de Jacques Brel en tout premier, suivi de Guillaume Lecointre et ensuite la mienne. Alors il y a une petite ruse, ces trois personnes-là ne se sont jamais rencontrées. En fait, ce que je vous ai proposé ici, c'est une réinterprétation de différentes créations qu'on a pu faire au cours des 10 dernières années, puisque donc, comme je vous disais tout à l'heure, Faune Radio fête ses 10 ans. Et donc j'ai réécouté je ne sais pas combien d'heures de créations qu'on a pu réaliser au cours de ce temps-là, et j'ai fait une sorte de grand remix, en fait, un grand collage qui m'a permis de me rendre compte en fait à quel point tout ce qu'on faisait depuis 10 ans, alors que j'étais persuadée qu'on faisait à peu près n'importe quoi, en fait était très très cohérent, très très aligné, et ça m'a permis de faire comme ça un mix avec des thématiques un peu fortes qui sont ressorties, notamment les relations interespèces, et le motif de l'eau a été extrêmement présent. Et donc voilà, ça c'est un tout petit extrait d'une pièce qui fait finalement un peu plus de 70 minutes, qui est encore inédite pour l'instant. Et voilà, donc en premier on a un extrait de Commute, qui est une série qui travaille sur les moyens de transport, à chaque fois travailler plutôt en mode binaural, et qui sont des dérives en fait, en se disant mais c'est souvent quand on est en déplacement, y compris dans des déplacements très anecdotiques, là en l'occurrence à vélo, qu'on a des pensées qui nous traversent.
Et j'aimais vraiment l'idée de travailler sur le fait que c'est pas nous qui avons des idées, c'est les idées qui nous ont un peu, et puis on est traversé en permanence par toutes sortes de choses qui doivent peut-être venir de quelque part, on ne sait pas quoi. Et donc, plutôt que de chercher à reconstituer un discours très rationnel avec un plan A, partie B, partie C, etc., se dire, bon, en fait, on va laisser les pensées jaillir comme ça, et puis on va voir ce qui se passe. Dans la rencontre avec Guillaume Lecointre, lui, ça fait partie de la série Phonoscopie, qui consistait à aller voir des scientifiques et à leur poser des questions étranges, plutôt prospectives, qui commençaient toujours par « et si ». Et la question qu'on a posée à Guillaume Lecointre, qui est un chercheur dans différents types d'écosystèmes, sa question à lui, c'était « et si les humains venaient à disparaître du jour au lendemain ?» Et donc là, on a creusé avec lui vraiment les scénarios possibles à partir d'une disparition de l'être humain, comme ça, du jour au lendemain, sans même parler de catastrophes écologiques, etc. Et donc là, il nous explique les différents temps, le processus de récupération, de régénération par la nature, que ce soit le végétal, l'animal, même le minéral, et les interdépendances en fait qu'il y a. Et c'est un petit peu ça qu'il raconte, et notamment sur le travail de l'eau, à quel point c'est important en fait dans le travail de la matière et dans les formes que prennent Alors, Guillaume Lecointre, qu'on va retrouver dans le dernier extrait, mais juste avant, là, on a beaucoup parlé de l'histoire de Faune Radio. Moi, je voulais juste que vous nous parliez du futur. Quels sont les prochains événements, les prochains projets que vous êtes en train de créer ? Alors, il y a beaucoup de pistes qui sont ouvertes. Là, il y a la saison qui est en cours, qui reprend. Plutôt que de faire une nouvelle saison, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de revisiter toutes les formes qu'on a faites. Donc on a fait un épisode de plus de nos collages de la première époque, une fiction supplémentaire avec Alain Damasio, avec qui on collabore régulièrement, un entretien scientifique, etc., etc. Donc là, on va jusqu'au bout de la saison. L'année prochaine, on va probablement commencer à tester aussi des choses plus live, mais ce qu'on n'a pas fait tellement jusqu'à présent. Mais qui serait plutôt là en mode très léger, enfin vraiment dispositif embarqué, voir qu'est-ce qui peut se passer à partir de ça. Après, là, on a aussi, d'ici la fin de la saison, beaucoup d'événements qui sont prévus, notamment à la Comédie du Livre à Montpellier. Encore une installation qu'on a fabriquée avec une autre autrice de science-fiction en Bretagne, qui va être à nouveau activée à Paimpol, qui s'appelle Agrafaune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à venir ? En fait, l'agenda est tellement rempli. J'allais dire, ce soir, on peut vous retrouver également au Collège Truffaut, oui, voilà, dans la soirée plongée en zone critique. En 2 petits mots, parce qu'après on n'a plus beaucoup de temps, qu'est-ce que vous allez proposer ? À quoi va ressembler cette soirée ? Alors ce soir, le plateau est très réjouissant, puisque nous avons une spécialiste des rivières et du Parlement de la Loire aussi, Virginie, que vous allez accueillir aussi tout à l'heure, notre spécialiste de la zone critique, qui va nous resituer sur cette terre, finalement. C'est un peu ça qu'on va faire. Daniel Pitarque aussi, lui, qui travaille beaucoup plus à partir d'intelligence artificielle, autrement que sur le terrain. Et avec les micros de Mathieu Vidard, l'idée, c'est de se rassembler et puis de discuter aussi de qu'est-ce que ça veut dire, cette zone critique, où est-ce qu'on est, et qu'est-ce qu'on peut y faire. Et donc ça, c'est ce soir au musée Gadagne. On vous attend nombreux également, il reste de la place. Floriane Pochon, un grand merci. Donc on vous retrouve ce soir pour la soirée plongée en zone critique au musée Gadagne, demain pour votre masterclass au Collège Truffaut. Merci beaucoup. On va écouter, pour se quitter, un dernier extrait sonore, une phonoscopie avec Guillaume Lecointre, donc on a déjà écouté juste avant. En un petit mot, de quoi ça parle ? C'est la suite de la conversation, et qui se mélange là pour le coup avec une balade sonore qu'on a pu faire dans les Cévennes avec nos compagnons de toujours Radio Escapade. Très bien, un grand merci. À très bientôt sur Radio Anthropocène. Nous, on va continuer juste après avec la conversation à contre-courant, comprendre les fleuves au regard du passé sur Radio Anthropocène. Tout ça pour dire que si l'homme disparaissait, on reviendrait finalement vers une diversité du vivant qui reprend le dessus sur les champs cultivés, malgré tout,
qui reprend le dessus dans les villes, aidé de l'eau, parce que le ruissellement de l'eau fait beaucoup. Depuis longtemps, depuis toujours. Nous sommes assis là. Nous sommes assis là. Finalement, oui, l'évolution n'est pas anxiogène, au contraire. Ça nous met au monde et ça nous réconcilie, ça nous pacifie avec le monde. On est de passage, on est un tout petit maillon dans un long flux généalogique du vivant. Nous sommes ici comme toutes les autres espèces. Vous ne faites que passer. Ça nous induit à plus d'humilité, ça nous induit à davantage de respect pour le vivant sans doute, et puis de respect pour nos semblables, parce que nos semblables et les relations qu'on a avec eux, c'est aussi le fruit de l'évolution. Dans 2 jours, demain sera hier. Prenez le temps, à pleine main, à pleine bouche. De plein fouet. Oh, qu'est-ce que ça peut bien être encore? Ah, on est en retard, enfin on est... On est en retard sur l'heure actuelle. Nos rêves sont trop courts pour ce qui existe déjà. La réalité est déjà au-delà de nos rêves, si vous voulez. Ce que je trouve dramatique, c'est que l'univers s'en rend pas compte. Un dernier conseil. Là-bas, il traîne encore un peu l'espoir. Dépêchez-vous d'y aller. Surgit une vague qui l'emporta vers un futur ultérieur.